Mon quotidien TV, l'émission qui parle de tous les sujets, de tous les univers. Et s'il y a un univers qui est bien riche, c'est celui de notre invité. Bonjour Jean-François Quérault. Bonjour. Un univers riche, ça vous correspond? Je ne sais pas si on peut dire riche parce que le monde de l'entreprise n'est pas forcément un monde fait de richesse, contrairement à des idées préconçues, mais effectivement une expérience assez riche de diversité avec des mondes différents. Et aujourd'hui, je suis tout à fait heureux de participer à cette émission avec vous. Vous m'avez exposé un peu votre vie avant de commencer cette émission. On va la découvrir ensemble. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'heureux aujourd'hui? Oui, je suis quelqu'un... C'est en ça que je parlais de richesse. Oui, ben alors, c'est effectivement. Oui, je suis quelqu'un d'heureux. Je suis quelqu'un d'heureux parce que je suis à une période de ma vie qui est plus dans la transmission que dans le démarrage d'activité. J'ai effectivement rencontré beaucoup de gens et de mondes différents, à la fois celui des collectivités territoriales dans lequel j'ai commencé avec mon professeur de droit et d'aménagement du territoire qui s'appelait André Santini et qui est bien connu de tous. Et puis ensuite dans celui du monde de l'entreprise avec différentes expériences, à la fois dans le domaine des grandes entreprises qu'elles travaillent dans le génie climatique, la protection incendie. Et aujourd'hui, je travaille dans une entreprise familiale qui est dirigée et développée par mon frère et qui est équipementier automobile. Alors, vous êtes donc directeur des achats dans le groupe DEFTA, c'est le nom de l'entreprise. Vous achetez quoi et vous équipez qui? Alors, on livre en fait directement des constructeurs automobiles. Essentiellement, enfin les plus gros clients, les clients stratégiques sont des clients français, c'est-à-dire Renault et PSA. Mais aujourd'hui, quand on dit Renault et PSA, ce sont des alliances. C'est-à-dire que derrière Renault, vous avez Dacia, vous avez Nissan. Derrière PSA, c'est Stellantis, avec toute la myriade de sociétés, qu'elles s'appellent Fiat, Opel, qui font partie de ce groupe. Et nous fabriquons, donc nous avons des usines industrielles, implantées en Europe et dans le monde, qui fabriquent des pièces, essentiellement des pièces à partir d'acier et des mécanismes pour les constructeurs, avec une spécialité qui est reconnue dans le monde des ouvrants, des charnières. Vous avez, si vous voulez, les portes, les coffres, les mécanismes de capot, l'ensemble de ces pièces qui, lorsque vous montez dans votre voiture, sont tout à fait indispensables, font souvent partie des pièces qui sont fabriquées par les usines DEFTA. Et vous mettez la main à la pâte, vous allez en fabriquer Alors moi je fabrique pas, non. Par contre j'achète, donc j'achète essentiellement de la matière première et c'est vous dire si on souffre en ce moment avec l'explosion des coûts de revient et de la matière première. Mais pour vous donner un chiffre qui parle à tout le monde, j'achète à peu près 100 000 tonnes d'acier pour pouvoir effectivement, alors sous toute forme, de la tôle, des tiges, des axes, des composants, pour pouvoir faire fabriquer ces pièces et les livrer dans des circonstances souvent très rigoureuses, avec des normes de qualité extrêmement élevées et avec trois critères qui sont le coût, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit les plus compétitifs possibles, la qualité, c'est-à-dire que la qualité des produits livrés doit être irréprochable et cette qualité se mesure par millions, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un défaut par million de pièces, et puis également en termes de délai. C'est les taux de service, c'est-à-dire qu'il faut qu'on livre juste à temps l'ensemble des constructeurs. Et vous parliez du moment où on monte dans sa voiture. Est-ce que vous, à un moment, parce que c'est ça qu'on a envie de vous demander, vous allez en essayer des voitures? Est-ce que c'est le petit Jean-François qui rêvait de conduire des voitures, qui se retrouve à essayer ce qu'il veut? Non, on est bien loin de cette image. On est vraiment, si vous voulez... Alors, les voitures font rêver. Ça reste, je crois, un objet avec une grosse charge affective. Je crois que quand on monte dans une voiture, on est un peu chez soi, on y donne beaucoup de sa vie dans sa voiture, on y a des souvenirs, on y a des vacances, on y a des transports, et donc c'est effectivement un objet qui, quoi qu'on en dise, restera et à mon avis est important. Mais nous, on est vraiment, si vous voulez, dans le monde assez âpre de la construction, de l'industrie, et d'un rapport de force qui est parfois assez difficile entre les clients donneurs d'ordre et les équipementiers. Donc je travaille chez un équipementier qui s'appelle DEFTA. Alors,
si j'en juge votre parcours, vous n'avez pas passé votre vie dans les voitures ou à les conduire, à les équiper. Vous m'avez parlé d'André Santini, qui est le célèbre ministre, député, maire d'Issy-les-Moulineaux, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez également travaillé dans le domaine du chauffage, de la sécurité incendie. Oui, absolument. Incroyable parcours, très éclectique. Alors oui, un parcours, si vous voulez, classique d'un homme d'entreprise, avec l'ensemble de l'agilité et de la rigueur qui est propre au monde de l'entreprise. Mais je vous parlais d'André Santini de façon anecdotique, parce que le monde des collectivités est un monde qui ne m'est pas inconnu, et on est sur un mode de fonctionnement qui est totalement différent. Le monde de la collectivité, c'est un temps long, c'est-à-dire que vous avez un process de prise de décision qui est souvent très, très long, très normé, avec des budgets primitifs, des budgets supplémentaires. Le monde de l'entreprise, c'est le monde de l'agilité, c'est le monde de la réaction, c'est le monde de la décision rapide. Il faut toujours avoir un temps d'avance. Voilà, et il faut, si vous voulez, satisfaire le client. Et je me rends compte parfois qu'on est même en surréaction. On a un logiciel de travail qui n'est pas du tout le même, mais qui, effectivement, nous apporte un sens de l'efficacité ou de l'efficience, maintenant c'est le terme qui est utilisé, pour pouvoir effectivement atteindre nos objectifs et nos buts. Alors, des domaines très différents, je disais, vous avez même été, on va revenir sur le domaine du chauffage, le domaine de la sécurité incendie, vous avez même été, m'avez-vous dit, stagiaire à TF1 à l'époque, et là vous allez citer des noms qui vont peut-être pas parler aux plus jeunes. Yves Mourouzi, Marie-Laure Augry, c'est quoi, quand vous étiez petit, vous rêviez d'autre chose? Est-ce que vous aviez des rêves déjà, professionnellement? Oui, bien sûr, on a tous des rêves. Je crois que, comme c'est le propre de la jeunesse, c'est de se projeter sur des moments où tout est possible. Et je crois que cet enthousiasme, il reste intact et on l'a toute sa vie. Non, je vous parlais de cela parce qu'effectivement, j'ai toujours une curiosité sur des plateaux, et j'avais approché effectivement en tant que stagiaire, donc de façon très très modeste, le monde des médias et celui de TF1 à l'époque comme stagiaire. Donc j'étais effectivement dans les journaux télévisés du 13h, où il y avait le célèbre Yves Mourouzi qui lançait son Bonjour à la France, qui était tout à fait iconoclaste. C'était l'équivalent du regretté Jean-Pierre Pernaut qui nous a quittés récemment. Oui. Je parle pour les plus jeunes, parce que c'est vraiment, ça commence à dater. Oui, absolument. Mais c'est une personnalité très, très différente, avec, si vous voulez, un mode de fonctionnement qu'on ignore lorsqu'on est derrière son écran. Mais il y a un vrai travail de préparation des sujets. Chaque sujet est vu, et on ne s'en aperçoit pas toujours, si vous voulez, lorsqu'on est dans sa télévision. Et vous aviez quel âge à ce moment-là? Je devais avoir 23, 24 ans. Enfin, c'était quelque chose qui était... Et vous étiez arrivé là parce que vous rêviez de travailler dans ce milieu? Oui, parce que je devais faire un stage. Vous savez comment on a besoin de sanctionner nos études par un certain nombre de stages. Mais j'ai fait d'autres métiers également, d'autres stages. Celui-là m'a intéressé puisqu'on parlait, si vous voulez, du monde des médias. Mais j'ai eu plein de vies, d'expériences différentes. Et je crois que la période de la jeunesse, c'est celle-là, c'est celle de l'expérience. J'ai également fait de la vente au porte-à-porte, et je me rappelle les escaliers et les barres d'HLM où je tapais pour essayer de vendre des sérigraphies artisanales qui étaient absolument monstrueuses, mais qui me permettaient de... Et qu'est-ce qui vous avait mené là? Alors, c'est un contact, c'est une rencontre? C'est des rencontres, c'est des recherches d'argent aussi, des jobs d'été. Et aujourd'hui, je me rends compte, si vous voulez, que dans cette période d'avant l'été, on a beaucoup de demandes de stages, à la fois qui sont des stages d'apprentissage, qui sont des sortes de SAS pour les jeunes et qui veulent rentrer dans la vie professionnelle, mais c'est également le moyen d'avoir un peu d'argent de poche. Et nous, on n'était pas des héritiers dans la famille, on a eu une famille extrêmement heureuse avec des parents qui travaillaient, qui étaient fonctionnaires, mais donc on nous apprenait effectivement à cette époque à gagner notre croûte et à trouver notre argent l'été. Et alors, passé cette période de boulot d'été, vous vous lancez dans quoi? Vous partez dans quelle voie? Est-ce que vous dites j'ai un but précis, un objectif, un chemin tout tracé ou... Non, moi j'ai toujours géré ma vie de façon par élimination, en essayant d'ouvrir le spectre le plus large de choix. Et lorsque je parlais d'André Santini, ça n'a pas été, si vous voulez, un travail ou une ambition, c'était mon prof de droit.
Donc, si vous voulez, j'avais été repéré par ce prof qui m'avait demandé de faire une enquête APL, c'est de l'aide personnalisée au logement, et donc c'est par ce biais-là, si vous voulez, la petite porte que j'étais entré. Et puis ensuite, moi je suis un homme qui est, par sa jeunesse et son enfance, a voyagé beaucoup. J'avais envie de rentrer dans le monde hôtelier. Et donc je m'étais cassé le nez parce que je voulais rentrer dans le groupe Accor, qui à l'époque était dirigé par Dubrulle et Pélisson. On les retrouve aujourd'hui, ils ont d'autres fonctions. Et puis la vie en a décidé autrement. Elle s'est faite essentiellement dans le département des Hauts-de-Seine, où j'ai travaillé longtemps, et où j'ai vu émerger la Défense, qui était le centre des affaires des années 80-90. J'habitais d'ailleurs à la Défense, enfin, à proximité de la Défense, parce que ce n'était pas un endroit où on habitait. Ce qui est toute la différence avec le Val d'Europe, c'est un endroit où on travaillait à la Défense, et où on travaille encore, qui sont des grands sièges, c'est la vitrine business de France et d'Europe. La différence aujourd'hui, c'est qu'effectivement, je travaille et je vis sur Val d'Europe, qui est non seulement the place to be, mais c'est the place to live. Et donc, Alors d'abord, la Défense, c'est d'être dans cet univers-là qui vous a fait aimer le monde de l'entreprise, qui vous a dit je me lance, je vais toucher à tout. Je sais pas. Vous savez, c'est difficile de faire un retour arrière sur ces choix de vie. La vie, elle est faite par des opportunités, par des rencontres, par de la chance, par des moments où vous avez envie d'explorer. Et puis, vous avez aussi la nécessité de gagner votre vie, c'est-à-dire de vivre, de toucher un salaire. Et donc, ce sont ces différents critères qui vous permettent ensuite de prendre un choix comme un autre. Moi, j'ai eu également ce qu'on appelle la crise de milieu de vie. Autour de 40-45 ans, et j'ai décidé de m'installer ailleurs, de faire du vin. J'ai acheté des vignes, j'ai été viticole, et puis c'était merveilleux, mais c'était pas suffisant pour vivre. Donc c'est lorsque mon frère qui passait par là et qui me disait « Quelle chance, tu as eu un choix de vie formidable », je lui disais « Oui, mais ça me donne pas de quoi vivre ». Et il m'a dit, écoute, moi j'ai besoin, ma boîte se développe, si tu veux me rejoindre, on essaye de voir si ça va marcher. C'est pas toujours évident de travailler en famille. En famille, oui, c'est ce que j'allais vous dire. Surtout que c'est un frère jumeau, donc on se connaît à la fois très, très bien, mais c'est toujours difficile, il y a une sorte d'ambiguïté, si vous voulez. Mais la société est suffisamment grande et on a suffisamment respecté les missions et responsabilités de chacun, sachant qu'il est dans le développement et la relation client, et que moi je suis vraiment dirigé vers les fournisseurs. On peut dire en tout cas que votre parcours est fait plutôt de choix que d'événements subis. Oui, absolument, je crois, oui. Mais comment il n'y a aucune expérience passée que je regrette. Je crois que si ça fait un peu... ça sent un peu le sapin de faire une nécro en disant « Oh, finalement, bon... » Là, j'ai encore plein de choses. Voilà, c'est une rétrospective, mais j'entendais, je crois que c'était Karl Lagerfeld qui avait la dent dure. On lui disait quel est le bilan de votre vie, et il disait le bilan c'est pour les comptables. Et je crois que oui, on est aussi sur de la perspective, si vous voulez. Aujourd'hui, je ne suis pas seulement sur ce que j'ai fait, mais également sur ce que je souhaite faire. Et j'ai d'autres engagements également dans le monde associatif. J'allais vous en parler, qui m'intéressent beaucoup. C'est aussi pour ça qu'on vous a invité. Vous êtes président du CEV, vous allez développer le nom. Alors, le CEV, c'est le Club des entreprises de Val d'Europe. C'est une association d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, issue d'une souris et d'élus, c'est-à-dire de l'entreprise Disneyland Paris et de l'agglomération, qui a décidé en 2008 de faire émerger une communauté d'entreprises pour pérenniser le tissu. Parce que vous aviez une puissance de feu de Disney et de ses 16 000 emplois directs, et puis une agglomération qui a été créée ex nihilo sur des champs de betteraves et qui a dû accompagner, aider, travailler avec Disney, pour Disney, mais l'inverse a été vrai, c'est-à-dire que Disney a travaillé également pour la collectivité, et en faire aujourd'hui un écosystème qui est une vraie réussite, je crois, qui en tout cas, au XXIe siècle, est un modèle
de cité où on peut vivre, travailler, s'amuser, voyager, avec une connotation internationale, une connotation divertissement, parce qu'on ne peut pas, alors qu'on fête cette année les 30 ans de Disney, oublier que vous avez des parcs où l'ensemble de la population mondiale laisse tomber ses habits et se retrouve en enfance, et vous voyez des barjots qui ont plus d'âge, plus de physique, et qui s'amusent avec des oreilles de Mickey et qui retombent en enfance. Et ça donne une sorte d'enthousiasme et de joie de vivre qui est ressenti au niveau de Val d'Europe, qui a dû mettre en place des infrastructures à la fois routières, sportives, d'enseignement, culturelles, pour que le territoire ne soit pas que cette sorte de Tchernobyl culturel qui était annoncé au départ par les intellos, et que ça devienne un lieu de vie où on est heureux et où on travaille. Et il y a une sorte d'accélérateur de particules lorsqu'on arrive à Val d'Europe. Vous voyez les grues, les immeubles qui se montent un peu partout. Il y a un dynamisme et une énergie qui est contagieuse et dans lequel il y a beaucoup de plaisir et d'intérêt. Alors ce dynamisme, cette énergie, il est au service du Sèvres et vice-versa, peut-être. Concrètement, une entreprise qui s'installerait ici, qui ne vous connaîtrait pas encore, qu'est-ce qu'on y fait au Sèvres à part aller se réunir pour boire un coup? Alors c'est important. C'est un club de rencontre? Oui, mais c'est important. Le club de rencontre, si vous voulez, il est important parce qu'il favorise les rencontres. Puis boire un coup de temps en temps, ça fait du bien. Surtout quand on est chef d'entreprise. Alors elles aboutissent à quoi ces rencontres? On a un sentiment de solitude qui d'ailleurs a été aggravé avec la période qu'on vient de traverser et qui a été très compliquée au niveau de la crise sanitaire. Le Sèvres a pour vocation de mettre des chefs d'entreprise en relation, de travailler en circuit court, c'est-à-dire de trouver au sein des membres du Sèvres à la fois des clients, des fournisseurs, des sous-traitants, de faire du réseautage. Et le Sèvres n'est pas la seule association présente sur le territoire. Je crois qu'il y a un nombre très important d'associations, le BNI, les ASEM, la DINABAI, les SME, les femmes chefs d'entreprise. Enfin, il y a beaucoup d'associations de chefs d'entreprise. La spécificité du Sèvres, c'est que non seulement on est une association de chefs d'entreprise qui favorisons et faisons un peu de business entre nous et faisons des moments agréables, mais on a également la spécificité de promouvoir le territoire de Val d'Europe. Et je me considère, comme les membres du Sèvres, un peu comme des ambassadeurs du territoire, parce que la voix de l'entreprise est une voix qui, à mon avis, doit porter dans le débat. Et aujourd'hui, on a effectivement le monde politique au sens noble du terme, hein, c'est-à-dire ceux qui managent et dirigent les cités. On a des gros aménageurs, Disney en fait partie, mais vous avez également EPAMAR, EPAFrance, etc. Et puis vous avez le monde de l'entreprise qui, à mon avis, a son mot à dire parce que on ne fonctionne pas, comme je vous le disais en début d'entretien, de façon identique. On a des ressorts de décision qui sont pas les mêmes. Une entreprise, quand elle s'implante sur un territoire, elle le fait sur des critères fiscaux, d'avantages logistiques. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse voyager rapidement et on est un peu béni, j'allais dire des dieux, mais plutôt des fées sur le territoire de Val d'Europe à ce niveau-là, avec le hub TGV, avec l'aéroport Roissy, avec l'autoroute A4. On travaille aussi avec un réservoir de main-d'œuvre. Il y a peut-être encore là des points, si vous voulez, qui sont à développer. Et on travaille en partenariat avec l'agglomération et le président et le vice-président en charge du développement économique. Il y a encore des points qu'il faut améliorer. Je parlais de logistique et d'infrastructure. Je crois qu'au niveau numérique, il y a encore du travail qui reste à faire parce que aujourd'hui, la couverture numérique, elle est essentielle pour une entreprise. C'est une condition sine qua non. Dans les rencontres que vous avez créées par ce club, racontez-nous un ou deux souvenirs, bons souvenirs, tant qu'à faire. Globalement, j'en ai que des bons. J'en ai un qui est récent parce qu'il date de quelques mois. C'était le gala du club des entreprises de Val d'Europe. Et on a fait venir un chef d'orchestre qui s'appelle Bernard Thomas, qui est un chef d'orchestre éminent, classique, qui a fait des concerts dans le monde entier, qui est d'ailleurs quelqu'un de très, très réputé. Et
il nous a fait un gala, un concert, mais sur le thème de comment diriger un orchestre comme une entreprise, en expliquant que les différents pupitres d'un orchestre, eh bien, c'était les différents départements d'une entreprise. Que sans partition, vous n'aviez pas de projet d'entreprise. Et qu'il était important de faire travailler les instruments ensemble. Alors, comme le personnage, en plus, est quelqu'un de très facétieux, de drôle, ça a été un moment très agréable où on a pu effectivement s'instruire, boire un coup de temps en temps, comme vous le disiez tout à l'heure, avec lui à la fin de ce spectacle. Mais voilà un moment, si vous voulez, d'échange, de convivialité, de plaisir. Et puis la musique, c'est quelque chose qui réconcilie tout le monde, et on était dans le partage et dans l'échange. Je crois que c'est important. Donc sur l'instant, il y a le partage, l'échange, et si le résultat, on va dire plutôt business, parce que vous êtes également à la tête du Paris Est Business Club, si le résultat n'a pas lieu tout de suite, c'est pas grave. L'important, c'est la rencontre. Oui, c'est la rencontre, parce qu'après, si vous voulez, vous donnez votre carte de visite. Il y a des affinités qui se créent. Demain, nous avons une réunion Smart Business également sur le territoire. C'est le moyen, si vous voulez, de créer du lien et d'essayer, plutôt que de chercher ailleurs des partenaires d'affaires, de les retrouver dans son propre réseau. Aujourd'hui, le SEV est une association qui est un petit peu l'association la plus importante et la plus dynamique de Val d'Europe. Je crois le dire de façon tout à fait modeste, et qui a une ambition de développement très fort, et que nous allons atteindre parce que nous avons sur le territoire plus de 6000 entreprises, 6300 je crois, d'entreprises présentes. C'est un endroit, si vous voulez, qui attire beaucoup d'entrepreneurs, et je crois que c'est important d'avoir un porte-parole, et si le SEV peut être ce porte-parole, eh bien on jouera volontiers et on prendra volontiers cette casquette. Parmi toutes ces activités, DEFTA, le SEV, le Paris Est Business Club, vous avez le temps de rentrer chez vous? Vous avez le temps d'avoir des passions, des distractions? C'est important, c'est important. C'est une vie qui est un peu à 100 à l'heure, mais je crois que j'ai toujours aimé ça. Et je vous avouerai, parce que j'ai des collègues qui ne comprennent pas, que j'ai une vraie excitation, un vrai plaisir quand j'arrive dans un aéroport, quand je monte dans un avion, quand je vais voir un nouveau pays, quand je respire des parfums différents, j'entends des langues différentes. Peut-être que c'est là aussi que vient mon attachement à Val d'Europe. Lorsque vous vous installez près de la Vallée-Village, vous avez le monde entier qui est là, qui est à vos portes. Vous avez des gens qui parlent asiatiques, russes, arabes, enfin, et vous avez une sensation d'un caractère international qui est important et qui, à mon avis, est vraiment un atout pour le Val d'Europe et pour les entreprises. Donc le blues du businessman, c'est pas pour vous? En ce moment, j'ai pas vraiment le temps d'avoir le blues, non, je crois pas, non. Et du coup, vous disiez que vous aviez une longue expérience, une longue carrière, mais vous êtes encore jeune, est-ce qu'il vous reste des rêves? Oh, j'ai plein de rêves, bien sûr. J'ai plein de rêves. Vous savez, le capital important de sa vie, c'est sa famille, c'est soi, c'est sa santé, parce que c'est un actif, comme au sens bilanciel du terme, qu'il faut protéger et mettre en valeur. C'est aussi le plaisir, le sport, l'activité de loisirs. Enfin, c'est toutes ces choses-là qui font que ce sont des petits moments de bonheur qui font que vous êtes heureux. C'est le message que vous souhaitez transmettre quand l'émission sera diffusée. C'est bon? Vous acceptez qu'on diffuse l'émission? Avec plaisir. Je vous remercie de votre présence, Jean-François Quérault. Je remercie également la société Griffe Production et la société Atoucam qui nous ont permis de produire et réaliser cette émission. Il y avait Cyril Bartholomé à la réalisation, Patrice Batman et Jean-Sébastien Rouchet, Léa au maquillage, bien sûr. À la semaine prochaine.